On va commencer avec Dr Mariam Chaour, professeure agrégée en néonatologie au Centre de maternité de Tunis, avec une conférence donc intitulée Prise en charge du nouveau-né de l'anténatal au postnatal. Merci professeur Benahmida, merci professeur Benahmida. Je remercie aussi la STGO de m'avoir permis de participer à ce congrès. J'arrive comme tout néonat qui se respecte après que les obstétriciens aient préparé le terrain. Donc quasiment tout ce que je vais dire a été dit. Je vais juste insister sur certains points et je verrai plutôt la question du point de vue fœtal plus que du point de vue maternel, même s'ils sont intrigués. Alors, c'est une situation fréquente, mais même si on y est confronté tous les jours, elle reste encore problématique et il faut la considérer au cas par cas. Et donc, pour optimiser la vie fœtale, néonatale et le pronostic à long terme, une discussion entre les obstétriciens et les néonates s'impose et une prise en charge en commun est nécessaire. Donc, il faut agir ensemble en anténatal et aussi en postnatal. Donc, le fœtus, il vit dans le liquide amniotique, c'est sa maison, il va boire ce liquide, il va inhaler ce liquide, il va uriner ce liquide et il va bouger et s'épanouir dans ce liquide. Et donc, il va avoir un poumon qui va se développer, un intestin et des muscles qui vont se développer grâce à ces mouvements qu'il va avoir au niveau de ce liquide. Il protège sa maison comme il peut et très bien avec un système de sécurité qui est cette poche des os, qui est un système très bien mis au point. Et il a une action antivirale, antiparasitaire et antibactérienne qui sont exceptionnelles. Mais quand il y a une rupture de cette poche des os, quelle que soit la cause, le risque de l'infection du liquide amniotique est là et le risque d'infection fœtale aussi. Donc, ce risque infectieux, il est soit la cause la rupture de la poche des os arrive après une infection et elle peut aussi en être la conséquence si elle se prolonge au-delà de 12 heures. Donc, le top 3 des complications, c'est comme on l'a dit, redit, c'est la prématurité, l'infection et aussi l'hypoplasie pulmonaire. Donc, comment est-ce qu'on peut agir ensemble en anténatal? Donc, quand on m'a proposé ce sujet, on m'a dit prise en charge du nouveau-né. Alors, en tant que néonate, j'ai été un peu agacée parce que c'est la prise en charge du nouveau-né, elle commence en anténatal pour le néonatologiste aussi. Donc, il y a quelques définitions qui doivent être connues et qui ont été le sujet de plusieurs débats là. C'est le terme de viabilité, c'est quoi et où? Donc, une naissance vivante, selon l'OMS, c'est une naissance au-delà de 22 semaines d'aménorrhée et à défaut d'un terme de 500 grammes qui respire ou qu'il a une activité cardiaque ou qu'il a des mouvements. Donc, mais la vraie viabilité, c'est à peu près, il y a un consensus qui dit que la vraie chance de survie, c'est quand on a 50% de chance de survivre, quel que soit ce terme. Mais, et c'est le sujet du débat, ce terme de viabilité n'est pas le même partout. Malheureusement, on n'est pas égaux dans le monde, on n'est pas égaux en Tunisie. Si on est sur Tunis, à côté d'un niveau 3, l'égalité des chances, elle n'y est peut-être pas. Donc, il y a des sociétés qui ont donné des zones grises en dessous desquelles il n'y a pas de réanimation active et au-dessus desquelles il y a une réanimation active. Cette zone grise, c'est la zone où il y a possibilité de discuter éventuellement et on revient au cas par cas. Si c'est une maman qui n'a pas eu d'enfant, etc., on pourrait éventuellement aller en dessous de cette zone de réanimation. Donc, la limite de viabilité en France serait à 24 semaines parce qu'ils mettent leur zone grise entre 24 et 25 semaines. En Angleterre, c'est 23 à 24 semaines. Aux États-Unis, c'est 23 à 24 semaines, mais ils ont 70 à 80% de survie à 24 semaines. C'est presque tout le monde survit à 24 semaines aux États-Unis. Au Japon,
Ils vont même plus loin. Le dernier bébé, je crois qu'il a 21 semaines et quelques jours. Et il est vivant. Je ne sais pas quelles séquelles il aura, s'il en aura. Mais en tout cas, il y a moins de 22 semaines. Donc, théoriquement, selon l'OMS, il n'est même pas vivant. Il n'est même pas déclarable être vivant. C'est un extraterrestre. Donc, le terme de viabilité, qu'en est-il en Tunisie? Donc, en Tunisie, la société de gynéco, les associations de néonates n'ont pas encore stipulé, n'ont pas encore eu l'audace de donner un terme de viabilité, encore moins une zone grise au moins, qui protégerait sur le plan médico-légal les médecins, gynécologues et aussi néonatologistes. Donc, la prévalence de l'extrême prématuré en Tunisie, selon le comité d'éthique qui, lui, il n'a pas donné de recommandations, mais il en parle au moins. Donc, la prévalence est de 0,2 pour 100 naissances et on a 76% de mortalité pour les moins de 28 semaines. Moins de 28 semaines, c'est 76%. C'est des études qui ont été faites en 2011. Donc, peut-être que ça s'est amélioré un tout petit peu, mais on n'est pas très loin. Donc, l'attitude, ce que dit le comité d'éthique tunisien, c'est que l'attitude en Tunisie est d'être actif à partir de 27 semaines d'aménorrhée. Il décrit ce qui se fait. Donc, la zone grise serait peut-être entre 25 et 26 semaines d'aménorrhée en Tunisie. C'est-à-dire, inférieur à 26 semaines d'aménorrhée, peut-être qu'il serait judicieux de ne pas réanimer ces nouveau-nés. Moins de 25 semaines. Donc, j'ai mis la photo de la Dame Nature, mais ça aurait pu être Dieu, mais je ne pouvais pas mettre sa photo. Mais il y a une raison pour laquelle un être humain naît après 9 mois de grossesse. Même les études françaises qui ont été faites, l'épipage 1 et l'épipage 2, quand ils ont été faits, surtout l'épipage 1, ils ont été choqués par les résultats parce qu'ils s'attendaient, puisqu'il y avait des taux de survie assez conséquents, ils s'attendaient à ce que les résultats soient bons pour ces nouveau-nés à long terme, c'est-à-dire qu'ils les ont revus à l'âge de 5 ans et c'est là qu'ils ont vu que la survie de ces nouveau-nés très prématurés, très grands prématurés, était grevée de grandes séquelles. Donc, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est qu'en 2011, entre les 25-26 semaines d'aménorrhée, dans un pays européen tel que la France, il y a 31% de survie sans séquelles pour les 25 semaines et 43% de survie sans séquelles. Donc, je vais avancer un peu dans la discussion. Quand il y a des séquelles en Tunisie, ce n'est pas la même chose que quand il y a des séquelles en Europe. Quand il y a des séquelles, l'infirmité motrice cérébrale, par exemple, en Europe, elle est très bien prise en charge, ils sont pris en charge, il y a une prise en charge multidisciplinaire. La prise en charge est regroupée dans des camps où ils sont pris en charge par l'orthophoniste, le kiné, la rééducation, tout est fait en même temps, ils sont très très bien pris en charge. Dans nos pays, la prise en charge est un peu douteuse. Donc, non seulement il y a une infirmité, mais en plus, la prise en charge à long terme ne va pas être facile. Donc là, il y a une étude tunisienne qui a été publiée en 2011 dans le Tunisie médicale qui montre que, et ça c'est un fait partout dans le monde, plus on augmente en âge gestationnel, mieux est le pronostic vital. Ça, aucune étude ne dit le contraire. Quel que soit où vous êtes dans le monde, plus vous êtes avancé en âge gestationnel, mieux est le pronostic. Mais on commence à avoir une viabilité, toute petite viabilité, à partir de 24 semaines d'aménorrhée, 25 semaines d'aménorrhée et encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une RPM? On en revient à l'RPM. Une RPM, au terme de préviabilité, qu'est-ce qui doit être fait par l'obstétricien et par le néonat? Une discussion dans des centres, des comités de diagnostic prénataux. Il faut une concertation et bien sûr une évaluation au cas par cas. L'information du couple parental est importante. L'information de ce couple doit se faire après la concertation pour uniformiser le discours. Il n'est pas question qu'un pédiatre dise « j'aurais pu le réanimer » alors que le gynécologue est allé dans le sens d'une interruption médicale de la grossesse. C'est pour les respecter parce que leur décision et leur
consentement éclairé doit être donné selon des recommandations et des bases scientifiques, mais pour aussi limiter les problèmes médico-légaux qui peuvent en arriver. Donc, et c'est le premier contact qu'aura le néonatologiste avec ce couple parental. Donc, si la décision d'interruption médicale de la grossesse qui est en Tunisie, au centre de maternité de Tunis ne se fait pas au-delà de 26 semaines d'aménorrhée. Si l'interruption médicale de la grossesse se fait avant 26 semaines d'aménorrhée, le nouveau-né qui naît vivant, selon l'OMS, à partir de 22 semaines d'aménorrhée, il a une activité cardiaque, il est déclaré vivant, il a un prénom, il a un bracelet, il est déclaré, il a un extrait de naissance et il est hospitalisé en unité de soins intensifs de néonat. C'est ce qu'on va dire aux parents, c'est que votre nouveau-né, il va peut-être naître vivant, il sera emmené au service de réanimation, mais il ne sera pas réanimé, pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est peut-être un fœtus, un nouveau-né qui va survivre. Donc, on va jusqu'à leur expliquer cela. Donc, et ces nouveau-nés au service de néonat sont accompagnés, c'est-à-dire que c'est une prise en charge qui n'est pas active, qui n'est pas invasive. En anglais, il dit compassionate, c'est-à-dire qu'on va les traiter de façon humaine, on ne va pas les laisser mourir de froid ni d'hypoglycémie, et c'est comme ça, ils vont partir petit à petit. Donc, s'il y a une chorioamniotite, quel que soit le terme, il n'y a pas de problème, c'est une interruption de la grossesse parce qu'il y aura peut-être un problème infectieux pour la mère et la vie de la mère est en danger. Quand il y a un oligoamnios ou un anamnios, la décision est un tout petit peu facilitée aussi parce que l'oligoamnios et l'anamnios vont conduire à ce qu'on appelle l'hypoplasie pulmonaire. Donc, ce sont des nouveau-nés, même s'ils naissent dans la période de viabilité, ils auront très peu de chances de survivre. Donc, voilà. Donc, on en a parlé avant. Donc, l'oligoamnios, il complique 50% des RPM. Ça veut dire que 50% vont rester avec une quantité de liquide satisfaisante et pourront attendre. Donc, c'est grevé d'une latence plus courte. La dame va accoucher très rapidement dans la semaine. Et il y a une survie qui est réduite si la grande citerne est inférieure à 2 cm. Ça va s'accompagner de l'hypoplasie pulmonaire. Et l'hypoplasie pulmonaire, là, vous voyez la différence entre deux poumons, un poumon qui a été où l'inhalation de ce liquide a permis le développement pulmonaire et l'autre où il y a eu un tout petit poumon. Ce sont des nouveau-nés qui peuvent, au premier cri, à la première respiration, ne pas arriver à respirer et mourir très vite, ou bien ils peuvent survivre et la prise en charge néonatale est très lourde et ça va être de la réanimation en bonne et due forme, invasive, avec une ventilation avec un mode oscillation haute fréquence, c'est-à-dire qu'on donnera de très hauts gros volumes, de très grosses pressions pour ouvrir ce petit poumon qui a du mal à s'ouvrir, mais avec de petits volumes pour ne pas créer ce qu'on appelle les barotraumatismes et le pneumothorax. On associera aussi avec du monoxyde d'azote parce que il n'y a pas qu'une hypoplasie pulmonaire, c'est pas que le poumon lui-même, le parenchyme qui est tout petit, mais il y a aussi les vaisseaux qui sont atteints. Donc le monoxyde d'azote va permettre de diminuer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire persistante, qui va de pair avec l'hypoplasie pulmonaire. Donc il y a la séquence de Potter, on en a parlé avant. Avant, ils ont donné une photo d'IMG. Là, c'est une photo d'un nouveau-né qui est né vivant, mais qui n'a pas survécu longtemps. Je crois qu'il a dans les 30 semaines. Donc, quel est le rôle du néonat quand il y a une naissance prématurée suite à une RPM? C'est son rôle d'habitude quand il y a une... Donc, c'est la prise en charge de la prématurité en général. En cas de RPM, bien sûr, on n'est pas juste dans la prématurité, on peut être associé avec une hypoplasie pulmonaire, ça peut être aussi associé à une infection. Donc, tout est intriqué et la prise en charge n'en devient que plus difficile. Donc, un prématuré, on a dans 25% des RPM, la prématurité est due à une RPM dans 25% des cas. On peut faire l'accompagnement qu'on fait pour les bébés qui ne sont pas viables, augmente le taux de mortalité dans les services d'unité de réanimation.
j'en reviens toujours à plus l'âge gestationnel est important et augmente, plus meilleur est le pronostic. Et je vais quand même parler d'une étude dont on a parlé avant, c'est le comité français en 2018. Même s'ils ont 100% de survie à 34 semaines sans séquelles et qu'il y a eu 3 morts maternelles, ils continuent quand même et ils gardent la grossesse. Pour moi, ça a été une étude qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de problème pour le nouveau-né, au fait. Moi-même, néonate, si j'étais en France, sortez-le. 100% de survie et 100% sans séquelles. Alors qu'il me parle de peut-être une mortalité maternelle qui est à 3. Donc, c'est dire que même ces sociétés-là, même dans les pays les plus développés, ils préconisent de garder le plus longtemps une grossesse. Pour le pronostic néonatal, mais aussi pour le pronostic maternel, parce que sinon, ça va être grevé de plus de césariennes, plus de complications post-césariennes, etc. Je trouve que c'est une étude qui est importante. Pour le prématuré en général, c'est pas parce qu'il est petit que c'est une petite réanimation, c'est de la réanimation en bonne et due forme. Ça nécessite des moyens techniques, des médecins qui sont hyper spécialisés dans cette matière. Et le prématuré peut présenter 3 types, si on peut dire, 3 types de complications. Des complications à la naissance, auxquelles tous les parents sont préparés, même les moins ceux qui s'y connaissent le moins en néonatologie, ils acceptent les problèmes initiaux, les problèmes immédiats. Par contre, ce qui arrive après, à moyen terme et à long terme, il associe toujours à une mauvaise prise en charge du médecin. C'est jamais dû au bébé parce que pour eux, il est là, il est en néonate, il est là pour compléter et finir son mois. Il est là juste pour compléter ses jours, c'est tout. Non, mais non, la prématurité, elle est grevée de plusieurs problèmes. La maladie des membranes hyalines, que vous connaissez tous, c'est l'incapacité du poumon à s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de surfactant. En salle de naissance, il peut avoir une asphyxie périnatale et ne pas s'adapter comme il se doit. Et la réanimation néonatale a un grand volet d'alimentation parentérale, c'est-à-dire des voies centrales et des perfusions et des voies et des prises de cathéters, etc., qui sont grevées, qui peuvent être compliquées de sepsis. On va donner une antibiothérapie quasiment systématiquement parce qu'ils sont toujours symptomatiques, et surtout quand il y a une chorioamniotite ou une fièvre. À moyen terme, ce qui peut arriver, c'est les hémorragies intraventriculaires, la leucomalacie périventriculaire, comme on a parlé notre collègue d'Algérie. La leucomalacie périventriculaire, c'est une nécrose du cerveau, c'est des trous au niveau du cerveau et qui vont arriver, et surtout quand il y a un contexte de chorioamniotite. Et bien sûr, le pronostic neurologique à long terme de ces nouveau-nés qui ont une leucomalacie périventriculaire ne va pas être très très beau. Il peut arriver même en anténatal. Et ça, par exemple, on peut voir ces trous à J7 de vie chez un nouveau-né. On sait que ce bébé a eu des lésions anténatales parce qu'on ne peut pas avoir ces trous aussitôt. Donc l'entérocolite ulcéro-nécrosante, c'est une atteinte de l'intestin qui est généralement la cause principale de décès de ces nouveau-nés. C'est dû au terme du nouveau-né. Ce n'est pas dû à la réanimation ni rien du tout, c'est dû au terme du nouveau-né. C'est un intestin qui est immature, qui n'est pas capable, qui n'est pas apte à être alimenté. Et là, j'insisterai, puisqu'on est avec les obstétriciens, sur l'intérêt du lait maternel et sur l'intérêt d'accompagner ces mères qui sont généralement dans les services de gynéco pour qu'ils essaient d'avoir le lait maternel pour qu'on puisse le donner au bébé. À long terme, il y a les risques de rétinopathie du prématuré, il y a un risque de cécité qui maintenant est limité puisqu'on fait le dépistage et qu'on sait le traiter, la dysplasie bronchopulmonaire et bien sûr l'infirmité motrice cérébrale. Alors, juste des photos pour vous montrer les moyens de réanimation qu'on a. La première photo, c'est un poumon qui est tout blanc. Normalement, il devrait être noir. Le surfactant a été un élément crucial et qui a changé vraiment la vie de ces nouveau-nés.
c'est un produit magique. C'est que 1 millilitre, mais ça a changé la vie de ces nouveau-nés. On peut les ventiler soit par mode invasif avec la 4e photo, soit par mode non invasif, et c'est le mode qu'on va choisir le plus volontiers. La photo du milieu, c'est celle d'un abdomen qui est distendu. L'entérocolite ulcéro-nécrosante est très grave, c'est de la réanimation à proprement parler. Donc ça, c'est l'infirmité motrice cérébrale, les 2 volets de où est-ce qu'ils vont être nés. Donc c'est quoi le rôle de l'obstétricien face à une RPM et un risque de prématurité? On en a discuté, c'est le transfert in utero quand il y a une possibilité de viabilité de préférence. La corticothérapie anténatale, ça a été révolutionnaire. Autant le surfactant, c'est une révolution, mais la corticothérapie l'est encore plus. Et c'est les obstétriciens qui la font. Et ils vont améliorer le pronostic néonatal. Donc, quand est-ce qu'il faut la donner? Dans les recommandations internationales, ils disent 24 semaines, mais l'efficacité, elle augmente jusqu'à 1 semaine, c'est le maximum. Donc, si on est en Tunisie, je ne vous recommande pas de suivre les recommandations internationales. Il faut qu'on en fasse les nôtres. Ça dépendra du terme de viabilité de la zone grise. Si je peux oser, je dirais à partir de 25 semaines, mais pas du tout avant. Ça dépend de où vous êtes. Si vous la faites avant, ça ne servira à rien. Vous serez obligé d'en redonner une autre et ça augmentera le risque de lésion cérébrale. Donc le sulfate de magnésium, bien sûr, avant 32 semaines d'aménorrhée. Il faudra faire des études à long terme aussi pour voir ce que ça donne. Ce qu'on apprend avec le nouveau-né, c'est que tout ce que vous donnez en anténatal, quelle que soit la molécule que vous donnez, elle aura une répercussion. À court, à moyen ou à long terme, mais elle l'aura, donc il faut être vigilant. L'antibiothérapie, vous l'avez dit, je le redis, c'est pas grave parce que je le vois encore aujourd'hui. S'il vous plaît, pas d'augmentin, pas d'acide clavulanique. Il y a un médecin qui a dit que c'était pas, qu'elle voyait pas de gros problèmes à donner de l'augmentin. Par expérience, j'ai pas d'études evidence-based medicine, mais par expérience, j'ai vu des entérocolites ulcéro-nécrosantes mourir à terme parce qu'on a traité une infection urinaire par de l'augmentin. Après, on va dire c'est une infection nosocomiale, mais moi je sais que c'était des entérocolites. On en a vu beaucoup. Donc, s'il vous plaît, utilisez d'autres molécules. Donc, on ne traite pas non plus un portage d'un streptocoque B. Le streptocoque B, il est là, on sait qu'il est là, on fera l'antibioprophylaxie le moment venu, mais pas de traitement de streptocoque B, ça on le voit. Et malheureusement, c'est ce qui va créer, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant dans nos services, c'est l'émergence d'autres germes que le streptocoque B. J'ai rarement vu des infections néonatales à streptocoque B. Rarement. On voit surtout les Escherichia coli et les Escherichia coli multirésistants de plus en plus. Donc, il faut faire très attention. Pour aller dans le même sens, c'est, s'il vous plaît, les obstétriciens, faites des prélèvements bactériologiques. Je sais que ça a été dit, mais je le redis. Mais ce qui a été dit, j'ai remarqué, c'est quand elle arrive pour une RPM, faites-lui ce prélèvement. Mais après, ils disent, vous gardez la femme et on fait une expectative. Mais c'est une expectative dans un hôpital qui n'est pas... Les conditions ne sont pas optimales. Et le germe avec lesquels elle est entrée ne sont plus les germes dans 2 semaines et dans 3 semaines. Je me retrouve en tant que néonate avec des nouveau-nés qui naissent, qui ne sont pas très bien. C'est une chorioamniotite ou c'est une infection. Et les germes, ce n'est pas les Escherichia coli et les streptocoques B. Surtout quand ils ont une durée d'expectative hospitalière prolongée. Donc, refaites, s'il vous plaît, les prélèvements bactériologiques quand vous le pouvez. Donc, en tant que néonate, on peut être, à part les nouveau-nés prématurés qui rentrent dans le cadre de la réanimation néonatale, on peut être face à un nouveau-né à terme qui est symptomatique. Et là, il y a aussi une relation entre les obstétriciens et nous, c'est que le nouveau-né peut être symptomatique, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne va pas naître et être symptomatique, avoir une détresse respiratoire à la naissance. Nous, en tant que néonate, on sait qu'il y a une anamnèse infectieuse, il y a une RPM, plus ou moins une chorioamniotite, mais il est symptomatique. Il n'est pas symptomatique tout de suite. 90% des infections néonatales à streptocoque B vont se déclarer dans les 24 heures. Donc, on peut être dans un temps de latence de 24 heures et c'est là où je m'adresse aux obstétriciens. Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y a des sorties précoces, il y a des problèmes dans le suivi de ces nouveau-nés. Mais
on va quand même les mettre sous antibiotiques dès qu'ils sont symptomatiques. Et à chaque fois qu'il y a une fièvre maternelle ou une chorioamniotite, la question de la mise sous antibiotiques ne se pose plus et le risque de morbidité est multiplié par 4. Donc, qu'en est-il des nouveau-nés qui ne sont pas symptomatiques, quand ils sont proches du terme et qui ne sont pas symptomatiques? A priori, on se dit que cliniquement, il n'y a pas de problème, mais il y a une notion de RPM. Il y a ces sorties précoces aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on va traiter tous ces nouveau-nés par de l'antibiotique, on va se retrouver avec l'émergence de germes multirésistants, encore à laquelle c'est nous-mêmes qui participons. Il y a aussi des études qui parlent de phénomènes épigénétiques, de si on va sélectionner des germes et la façon dont on va sélectionner dès la période néonatale les germes, ça va retentir sur l'épigénétique et sur leur vie future. Ils vont être plus diabétiques, plus hypertendus et faire plus de problèmes nutritionnels, etc. à l'âge adulte. Rien que parce qu'ils ont pris une antibiothérapie, qu'on a sélectionné certains germes du point de vue épigénétique, il y a des problèmes. Donc au centre de maternité, on les suit, on essaie de les suivre pendant 48 heures, mais vu les sorties précoces, on se limite très souvent aux 24 heures. Et il y a des recommandations de l'American Academy de Pédiatrie qui parlent de, si on fait une CRP-AH 8 et H24, on peut être à presque 100% sûr qu'il n'y a pas d'infection, si le nouveau-né est asymptomatique. Donc, il ne faut pas les sortir avant 24 heures. Donc, on a vu les prématurés, les à terme symptomatiques, les à terme asymptomatiques et les à terme asymptomatiques, mais il y a aussi les nouveau-nés qui peuvent avoir tout terme, mais qui sont très malades, qui ont une atteinte multiviscérale, une atteinte cérébrale, une encéphalite, une myocardite, une atteinte rénale. Ils ne vont pas bien du tout. La réanimation est très difficile. Mais à chaque fois qu'on essaie de retrouver une trace d'une infection, parce qu'on va les bombarder d'antibiotiques, on va changer les antibiotiques, mais il n'y a pas, pas d'infection. Au fait, c'est dû, comme on l'a déjà présenté avant, à l'orage inflammatoire. C'est le FIRS, le Fetal Inflammatory Response Syndrome, qui va atteindre ce fœtus et qui va se poursuivre après la naissance. Donc voilà. Ce FIRS, ce syndrome inflammatoire fœtal, contrôlerait même l'entrée en travail. C'est-à-dire que si le FIRS, il est diagnostiqué par le dosage de l'interleukine 6 au niveau cordonal, au niveau du cordon. Et si c'est élevé, on a remarqué qu'il y a plus de prématurité quand il y a une RPM et qu'il y a l'interleukine qui est élevée, c'est le FIRS, et il va y avoir plus de prématurité. Donc s'ils échappent à la tocolyse, il y a pas à la tocolyse. Si elle accouche, il y a un problème. Donc c'est juste pour montrer qu'il y a plus de bronchodysplasie pulmonaire, plus d'hémorragie intraventriculaire, plus de décès néonataux causés par cette réponse inflammatoire. Peut-être que la corticothérapie anténatale qui est donnée, qui améliore le pronostic non seulement pulmonaire, mais aussi intestinal, l'entérocolite diminue avec ça, la dysplasie bronchopulmonaire diminue avec la corticothérapie. Peut-être est-ce que c'est dû au fait qu'il y a eu un tassement du phénomène inflammatoire. Peut-être. Donc voilà, on en a parlé. Donc les conclusions, la RPM peut être grave, il faut des décisions collégiales. Corticothérapie, sulfate, antibiotique, s'il vous plaît, prélèvement. Le pronostic à court terme, à long terme dépend de l'âge gestationnel et c'est prouvé, le temps de latence est favorable au nouveau-né. Et la réanimation est lourde, il faut considérer la qualité de vie et à long terme et non la survie. Donc j'ai espoir qu'il y aura des recommandations tunisiennes et j'ai espoir que la zone grise va s'améliorer aussi, Inch'Allah.